Bonjour à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, toujours enregistrée à la librairie L'Octopus à Épinal et toujours en compagnie de Frédéric Kilfiger. Salut Fred. Salut Vincent. Alors Fred, encore une bonne petite sélection et on commence tout de suite par du docu-fiction aux éditions Glénat, une série qui s'appelle Système solaire. Là, 2 tomes sont parus, Mars, la planète rouge et tome 2, Jupiter. Donc c'est du docu-science-fiction. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. C'est un récit de science-fiction. On suit un équipage d'un vaisseau humain qui va sur la Lune et qui découvre un vaisseau extraterrestre craché. Il l'explore et il trouve un extraterrestre qui a survécu. Il est en espèce de stase, il le réveille et ils vont partir à la recherche des congénères survivants, peut-être. De cet extraterrestre qu'il prénomme Clark. Ouais. Et c'est l'occasion de parcourir toutes les planètes du système solaire. Et donc là arrive la partie documentaire, puisque toutes les informations données dans ces bandes dessinées sont vérifiées, corroborées par l'Observatoire de Paris. Donc il y a un vrai côté scientifique, vrai, réaliste, documentaire, et un côté science-fiction, avec de l'aventure. Parmi les membres de l'équipage, c'est un équipage international, il y a des tensions entre certains, d'autres des tensions amoureuses, on va dire ça comme ça. Et donc, et cet extraterrestre, sur qui plane toujours le doute, est-il vraiment aussi gentil qu'il n'en a l'air? Oui, c'est ça, parce qu'il le rencontre, il est tout gentil, et d'un coup, on part avec... Voilà. Ça démarre assez vite, ouais. mais... Voilà, pour une fois, je trouve que le côté science-fiction est vraiment réussi et pas juste un côté prétexte pour faire un documentaire. Oui, exactement. Là, le mélange des deux est très harmonieux et c'est franchement réussi. C'est une bonne série de bandes dessinées qui plaira à la fois aux amateurs de science-fiction parce qu'on a tous les ingrédients, l'extraterrestre, les aventures, les rebondissements. Et c'est l'occasion d'apprendre quand même quelque chose de vrai, ce qui est plutôt sympathique. Ah mais sur toutes les planètes, c'est vraiment ça qui est intéressant. Là, sur le tome 1, on parle de Mars, la planète rouge, je ne l'ai pas dit, c'est de Bruno Le Signe et de Fabien Bedouel au dessin, pour le coup. Là, on va vraiment sur Mars, il se dépose sur Mars et on a plein d'anecdotes, de contenus scientifiques qui enrichissent vraiment le récit de science-fiction, qui est vraiment très intéressant. Ouais. Voilà, comment Mars a été découvert, les particularités physiques, pourquoi il y a de l'eau, mais pas forcément de la vie, peut-être qu'il y en a eu. Enfin, tout est vraiment, on a un état des lieux, des découvertes scientifiques, astronomiques sur chaque planète en 2024. Ouais. Voilà. Et le tome 2, évidemment... Jupiter, le berger des astéroïdes. Alors là, on est toujours de Bruno Le Signe mais de Xavier Dujardin et Afif Khaled au dessin. Voilà. Ouais. Donc là, c'est une série concept, donc on va avoir un dessinateur différent à chaque tome. Peut-être que certains reviendront pour faire d'autres tomes, mais un peu plus lointains. Mais là, évidemment, ils ne vont pas pouvoir... atterrir. Non, parce que c'est une géante gazeuse. C'est une géante gazeuse. Donc on peut pas atterrir mais sur il y a Jupiter. quand même une petite scène de tension. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange réussi, très bien fichu, avec un dessin réaliste qui passe partout, sans esbrouf, qui remplit son office. Et c'est très plaisant à lire. Ah oui, on a des panoramas cosmiques qui sont de toute beauté, de toute façon, dans les 2 albums, c'est vraiment visuellement, c'est vraiment très très chouette. Et c'est ça vraiment qui est intéressant dans cette série de Glénat avec le concours de l'Observatoire de Paris, comme tu l'avais dit, de nous faire découvrir notre système solaire d'une façon différente. Et c'est vraiment très agréable à lire et on apprend vraiment plein de choses. Donc il faut vraiment se jeter sur cette série qui vient de commencer, ça va aller assez vite, je pense, vu qu'il y a déjà les 2 tomes qui sont sortis. Il y a le 3e arrive en septembre, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est parfait. Donc ça s'appelle Système solaire, c'est aux éditions Glénat et ce sera en 8 tomes. Alors là, on passe dans complètement autre chose. Quoique, Vertigéo, aux éditions Casterman, de Lloyd Cherry, Emmanuel Delporte et Amaury Boukden. On est aussi dans de la science-fiction, là, finalement. Une métaphore brutale, quand même, sur la société du travail qui a servi les masses. Alors, à la base, c'est une nouvelle d'Emmanuel Delporte publiée aux éditions La Volte. Lloyd Cherry, qui est chroniqueur, journaliste, podcasteur pour C'est plus que de la SF, donc c'est un gros amateur de science-fiction. Il s'est fait son petit kiff en scénarisant en bande dessinée une nouvelle qu'il aimait beaucoup. Et on retrouve au dessin Amaury Boukden, qu'on avait déjà
présenté avec Youngblood Oui. et le Rite, Oui. qui là rechange encore d'ambiance, on va dire, puisque on passe du cyberpunk à la fantasy, et là on est vraiment dans de l'anticipation brutaliste. Ouais. Voilà, on va dire ça comme Ouais. ça. Et c'est le récit d'une construction. Alors, il y a eu une apocalypse, l'humanité a été décimée, et le peu qui reste... Plus de soleil, plus de vie, genre, presque plus rien. Presque plus rien. Et la seule manière de sauver l'humanité, c'est de construire une tour pour aller au-delà des nuages qui cachent le soleil. Ouais. Et donc toute la société est tournée vers ce but. Ouais. C'est une société assez dure, voire même carrément totalitaire, Oui. et il faut bosser tout le temps. Et on a le point de vue d'un chef d'équipe qui essaye, tant bien que mal, de garder son humanité malgré les pressions politiques, managériales qu'on lui impose, Ouais. et ça va partir en cacahuète. Voilà. Bah oui. J'en dis pas plus. Quand tu parlais d'allégorie du monde du travail, oui, clairement, Oui. c'est pas un éloge de Non. le travail va vous épanouir et tout ça. Non, là, ça cause vraiment d'asservissement, du poids du travail dans les sociétés qui sont poussées. Alors, c'est poussé à l'extrême, hein, c'est pas un pastiche, c'est pas une satire, mais c'est une dénonciation assez virulente, et c'est très plaisant à lire parce que il y a quand même ce côté souffle aventure. Où est-ce que les personnages vont? Parce que cette espèce d'évasion, cette espèce de révolte, c'est... En noir et blanc en plus. Voilà, on n'en dira pas plus, mais le dessin évolue aussi au fur et à mesure de la bande dessinée, c'est très très chouette. Ouais, c'est vraiment une bande dessinée qui fait corps avec son sujet, Ouais. et qui en prend possession et qui en profite pleinement, quoi. Là, vraiment, J'ai retrouvé un peu de Soleil Vert ou du Transperce-Neige de Rochette, tu vois, dans la narration, dans cette bande dessinée aussi, des choses comme ça, ou même de La Tour de Benoît Peters. Oui, il y a quand même un côté... oui, quand je parlais d'architecture brutaliste, c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment une architecture fonctionnelle, sans fleuriture, juste pour aller vers un but que l'élite comprend, mais que le reste de la société ne comprend pas des masses. Ouais. Voilà. Et du coup, on en prend plein les mirettes, que ce soit scénaristiquement ou au niveau du dessin. C'est vraiment une superbe bande dessinée chez Casterman. Ça s'appelle donc Vertigéo, et c'est de Lloyd Cherry, Emmanuel Delporte et Amaury Buchden. Alors, on va repartir dans le passé. Maintenant, Dracula, l'Ordre du Dragon aux éditions Glénat. Encore un Dracula, j'ai envie de te dire, mais un Dracula de Marco Cavano, surtout de Corrado Roy. Voilà, magnifique dessinateur italien. Waouh! Ouais. Waouh! Voilà. Alors, qui dessine au lavis en fait. Hein, c'est la peinture, ces dessins. Hein. J'ai envie de dire que l'intérêt de ce livre n'est pas tant dans l'histoire. Non, parce que on reprend l'histoire de Bram Stoker, même s'il y a un petit twist à la fin où il change l'histoire. C'est librement inspiré d'eux, mais c'est quand même assez proche. Ouais. Par contre, ce qui fait tout l'intérêt du bouquin, c'est cette peinture, c'est ces dessins, c'est ces aquarelles, ce lavis, comme tu disais, et cette esthétique gothique extrêmement malaisante. Ouais. Enfin, vraiment, là, je trouve que Roy a réussi à mettre la dose de malsain, de glauque, de tension sexuelle. Oui. Les curseurs sont poussés à bloc, et en même temps, on est vraiment, c'est pas grotesque, c'est pas risible, c'est pas une parodie. J'ai jamais vu un Dracula aussi inquiétant que celui-ci. Ouais. Moi, j'en ai vu un petit peu, ça m'a fait beaucoup penser quand même au Coppola, au Dracula de Francis Ford Coppola. Il y a un côté, il y a ce côté-là. cinématographique, glauque, mais le dessin de Roy est quand même quelque chose de très très chouette. Et je suis très content qu'il ait trouvé un bon scénariste, parce qu'il avait déjà sorti une très chouette série qui s'appelle Hutte, en 3 tomes aux éditions Mosquito, mais qui partait un peu trop dans tous les sens, qui était un peu compliqué à lire. Là, pour le coup, le cadre est fixe et il déroule ces images magnifiques. Et c'est vraiment... c'est une claque visuelle. Ah oui, c'est une vraie claque visuelle avec, comme je le disais, un petit twist scénaristique sur la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, c'est vraiment l'histoire de Dracula, mais là, le dessin, la vie, cet encre de Chine là qu'utilise Roy est juste incroyable. Incroyable, une œuvre grandiose, incroyable et magnifique. Jetez-vous sur ce Dracula, l'Ordre du Dragon aux éditions Glénat de Marco Canavo et de Corrado Roy.
Alors, en parlant de monstres de l'ancienne époque, tu voulais nous présenter Frankenstein à Bagdad aux éditions Soleil, une adaptation du roman d'Ahmed Saadawi. Et là, c'est de Zanam, du coup, et d'Antonio Cittadini au dessin. Alors, c'est un peu bizarre, ce Frankenstein à Bagdad. Hein. Oui, Ouais, c'est une relecture contemporaine de Frankenstein. Ça se passe pendant la guerre en Irak. ouais, Et on a un récit choral avec beaucoup de narrateurs différents qui vont raconter la vie quotidienne à Bagdad et en même temps une extrapolation avec un espèce de pauvre type qui va récupérer un cadavre, mais composé de différentes personnes. ouais. Un cadavre tout rapiécé, et toutes ces personnes sont mortes à cause de la guerre en Irak. C'est pas forcément des assassinés par les soldats, Non, non. c'est la vie quotidienne, c'est des privations. En fait, ce Frankenstein est la somme de toutes les brutalités guerrières, mais dans tous les sens du terme, Ouais. qui peuvent tordre l'humanité dans un conflit moderne. Et donc c'est un récit très tarabiscoté. Ça, Ah oui, c'est clair. C'est je pas ne le nie facile pas, à c'est lire. pas facile à lire, ça demande beaucoup d'attention parce qu'il y a énormément de personnages. Alors peut-être que le côté irakien nous perd un petit peu dans les noms, nous Européens, Oui, mais il y a vraiment une construction scénaristique ambitieuse qui demande beaucoup au lecteur, mais le sous-texte qui était évidemment présent dans le roman, j'imagine, sur les atrocités de la guerre et sur ce que ça arrache à chaque homme et comment ça le transforme, je trouve qu'il y a quand même un message très fort. Et Cittadini, le dessinateur, arrive à en jouer pleinement parce Oui. qu'il y a une construction graphique assez intéressante, un mélange de réalisme pour les décors, et les personnages sont beaucoup plus cartoon, beaucoup plus variables, ouais. et ça montre aussi l'impact de la guerre sur les personnages, Oui, sur les destinées. Des personnages cartoon, mais c'est presque dérangeant en fait ces personnages cartoon parce que la mort est omniprésente. Il y a des attentats, Ah oui, il y a les soldats du parti basse qui sont encore là, les cadres, voilà, une espèce de méfiance permanente dans la population. On a le portrait d'une femme qui a perdu un fils dans une guerre, dans la précédente guerre d'Irak, qui pense retrouver ouais, son fils disparu dans ce Frankenstein. Est-ce que c'est vraiment lui? Enfin voilà, oui, il y a vraiment c'est ça. beaucoup d'intimité. C'est un prétexte le Frankenstein en fait Voilà, pour c'est ça. raconter les horreurs de la guerre hein, finalement. Complètement, Ouais. c'est ça. C'est le but Ouais. du jeu. Alors effectivement, c'est un récit croisé, entremêlé, exigeant, Oui. mais que je trouve très intéressant. Ouais, donc ça s'appelle Frankenstein à Bagdad aux éditions Soleil de Zanam et d'Antonio Cittadini, adapté du roman d'Ahmed Saadawi. On vous le conseille aussi. Alors là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger. Tu voulais nous présenter une bande dessinée chez Fluide Glacial, Garçon manqué de James. Charlie est une jeune fille qui tente de le cacher. Et Malcolm se définit, lui, un petit garçon, mais il se définit comme différent. Et c'est la rencontre de ces deux petits-enfants. Des enfants, oui et non. Parce qu'ils ont des réflexions d'adultes. Oui, Et c'est ça, en fait, qui fait tout le sel de cette BD humoristique, parce que c'est de l'humour. oui, C'est du strip en demi-page. C'est du strip... Alors, évidemment, les influences ne sont pas du tout cachées. Hein. oui. On est au croisement entre Mafalda de Kino et Calvin et Hobbes de Billy Watterson. Ouais. Surtout que James, ça fait longtemps qu'il avait pensé à cette bande dessinée-là. Hein, Elle a maturé très longtemps. Ouais, Et j'ai envie de dire, Mafalda, c'est les années 60, Calvin et Hobbes, c'est les années 90-2000, Garçon manqué, c'est 2024. oui. Donc avec tout ce que ça amène de nouveaux sujets, tu parlais de questions de genre, Oui, c'est central, ouais. et en même temps, c'est pas non plus ultra revendicatif Non, ou pas ultra du tout. revendiqué, c'est juste naturel. Et il y a beaucoup d'espièglerie dans les réflexions de ces gamins qui sont d'ailleurs des réflexions d'adultes, Oui. voilà. Mais ça amène justement ce petit décalage humoristique en voyant des gamins dire des trucs que non, c'est pas logique. Ça me fait aussi un peu penser à Pico Bog avec Ouais. les héros sont des enfants. Mais ce ne sont pas des bandes dessinées pour enfants. Non, ce ne sont pas des bandes dessinées pour enfants. Et puis, comme tu disais, le genre là est le prétexte aussi, finalement, parce que le petit Malcolm, il se définit comme différent, mais différent de ce qu'on
Nathan finalement d'un garçon et c'est pas, il veut pas être une fille, Non. il veut rester un garçon, mais avec toute sa pas sensibilité, voilà, voilà, il pas veut pas forcément. forcément jouer au foot, il s'en fout, voilà, il cherche sa place dans ce monde masculin et Charlie, cette petite jeune fille aussi, cherche sa place aussi dans ce monde global. Et pas forcément féminin, parce que justement elle refuse d'être féminine pour être féminine. C'est pour ça que c'est un garçon manqué aussi, mais elle cherche aussi sa place. Et c'est ça vraiment qui est intéressant Ouais, c'est ça qui est- en sous-texte du bouquin, malgré tout l'humour qu'il y a, Oui, parce que c'est très profond. ça fait ricaner, Ouais. mais ça fait gamberger surtout. Ouais. Et c'est là où je trouve que James réussit son pari, parce qu'on n'est pas dans le bouquin gratuit d'humour, genre la grosse tarte à la crème. Ouais, ou, c'est ça. c'est comme Kino à son époque, qui met du sous-texte politique en permanence, et qui fait rire, et qui fait un peu grincer des dents. Ouais. Et pour autant, c'est pas de l'humour noir. Non, pas Donc du tout. voilà, c'est vraiment un bouquin très intelligent, très fin, et je vous conseille d'y jeter un œil, et même les deux. Ouais, et il fait rejaillir, James, vraiment les absurdités de la société. C'est vraiment sympa. Ça s'appelle Garçon manqué, c'est aux éditions Fluide Glacial et c'est de James. Alors, toujours aux éditions Fluide Glacial, tu voulais nous présenter un bouquin là plein d'humour. Hein, ça s'appelle Vivre est dangereux pour la santé. C'est d'Espé, rions un peu avec la mort et les problèmes graves de la vie, quoi. Une série de gags d'humour noir signé Espé à la sauce fluide, hein, qu'on soit Complètement. clair. Hein. Alors, on n'est pas dans les idées noires de Franquin non plus, hein, Non. attention, Non. c'est quand même beaucoup plus gentil et Oui. beaucoup moins cynique. C'est plus absurde. C'est plus absurde. C'est plus les accidents de la vie, comme tu le disais. La couverture donne assez le ton. Oui. Et le décalage entre les situations tristes, graves, qu'on attend dans le cadre de la perte d'un proche, d'un enterrement, et le côté peau de banane qui C'est arrive, ça. le gag. Là, pour le coup, c'est du vrai gag Ouais. pris à contre-pied, un peu absurde. Alors oui, il y a de l'humour noir parce que c'est un peu glauque, sans être Oui, non parce plus... que- Parce qu'on parle beaucoup de la mort, c'est pour Parce ça qu'on que c'est parle l'humour. beaucoup de la mort, Voilà, moi. mais Mais moi, j'ai trouvé ça assez réjouissant aussi parce que il y a ce côté, on foutons-nous de tout et puis on rigole, quoi. Voilà. Et moi, je trouve que ça marche bien avec le dessin réaliste d'Espé en plus. oui, qu'on- alors le dessin est très réaliste d'Espé, avec des bouilles très différentes, hein, des personnages vraiment très différents à chaque page, hein, c'est une page, un gag. Alors, il y a des gags qui marchent moins bien que d'autres, Forcément. forcément. Ça- Voilà, il y a des gags qui font beaucoup rire, d'autres, mais bon, qui font réfléchir quand même aussi à ce que la vie peut nous amener aussi dans ces moments-là. C'est là où c'est rigolo, du coup, de vivre est dangereux pour la santé, c'est d'Espé et c'est aux éditions Fil Glacial. Allez, on passe à la jeunesse parce que là, il y a un magnifique album que tu voulais nous faire découvrir. Rob Fox et le voyage du souvenir, j'ai envie de dire, parce que ça pourrait se lire comme ça aux éditions Delcourt, de Nicolas Potier et Vincent Joubert. Voilà, Rob Fox qui parcourt le monde pour proposer son aide. En délangeant un faune, il révèle un souvenir, une créature rare et mystérieuse. Alors, Rob Fox, c'est un renard, Ouais, mais qui est accompagné d'un robot géant, Oui. une espèce de méca, qui a quand même sa propre personnalité, même si on ne le voit pas trop agir et interagir. Et ce duo improbable va, comme tu dis, se promener dans un univers qui rappelle un petit peu la fantaisie, Oui. fantaisie animalière, Oui, à c'est la ça. roman de renard, voilà, Ouais, pas, ouais, ouais. pas un truc avec des elfes, des nains ou quoi que ce Non. soit, mais vraiment un côté un peu magique, un univers avec ses propres règles. Et effectivement, il y a un faune qui a accouché, non, qui a couvé plutôt Oui. un œuf de souvenir, et ce souvenir va bien mettre la pagaille dans le village où arrive Rob Fox. Ouais. Rob Fox va avoir comme mission d'évacuer ce souvenir. À tout prix, le maire veut s'en débarrasser. Ouais. Pourquoi? Ça, on le saura à la fin de l'album. Et mine de rien, c'est bien plus malin que ce qu'on pensait. C'est clair. Et c'est parti pour de grandes aventures. Ouais. C'est de la BD jeunesse, complètement. Oui. C'est une histoire complète en 56 ou 60 pages, Ouais. mais qui, j'espère, amènera Ah bah on d'autres- l'espère tous en fait, Voilà. parce que là c'est en un tome et on se dit mais on a envie d'avoir plus d'aventures de ce Rob Fox. Le duo marche très Ouais. bien, et puis alors le dessin de Vincent Joubert Ah. est quand même magnifique. Magnifique. Il faut le dire. Ah là là, combinaison de contes de fées, de fantastique, de steampunk, particulièrement réussi quoi. Et puis la mise en couleur aussi Ah là là. est très très belle. Ouais. C'est vraiment un petit bonbon sucré. Ouais. Voilà. C'est de la jeunesse qui peut plaire à tout le monde. Ouais. C'est vraiment visuellement ravissant. Il y a beaucoup d'humour dans les dialogues. Il y avait eu des jeux de mots dont
comme d'habitude, Nicolas Potier est friand. Oui. Et ça fait toujours plaisir à retrouver. Et c'est vraiment une très très chouette aventure pour petits et grands. Ouais, avec, comme tu l'as dit, un dessin de Vincent Joubert vraiment magnifique. Ça s'appelle donc Rob Fox et le voyage du souvenir aux éditions Delcourt de Nicolas Potier et de Vincent Joubert. Et en parlant de Nicolas Potier, tu voulais nous parler aussi de Mickey contre l'Alliance Maléfique aux éditions Glénat avec Yoann Pilet au dessin. Voilà une nouvelle aventure de Mickey dans la série des Glénat Des créations originales Glénat. Voilà, des créations originales Glénat qui n'en avaient pas sorti depuis 2022, il me semble. Et là, on retrouve Mickey contre une alliance maléfique, un Mickey dans l'espace. Alors c'est des créations originales, Ouais. Disney prête ses personnages, et donc là, c'est l'occasion pour Nicolas Potier de s'amuser avec Mickey, mais aussi Dingo, Donald. Oui, Et donc ça se passe dans le futur, et le fantôme noir, qu'on n'a pas trop vu dans les aventures de Mickey, parce Oui. que c'est un personnage très rétro, on va dire. Là, il braque une banque, il se fait avoir par Mickey, évidemment. bah, évidemment. Le fantôme noir est envoyé en prison, et là, il va se faire évader les Raptous, Patibulaire, Oui. et encore un autre méchant dont j'ai perdu le nom. Et là, c'était le plan du fantôme noir. C'est Donc ça. là, tous les grands méchants sont sortis, Ouais, et ça va être bien plus compliqué à résoudre. ouais. Voilà. Et on va pas vous donner la solution, Eh ben non. la résolution. Alors, en plus, il y a ce côté SF, mais c'est de la SF très vintage. Oui. Comme quand je le disais, Ah ouais, le fantôme noir, dessin ça- de Yoann Pilet est très vintage, très moderne, mais très vintage en même temps. Voilà, Ouais. avec notamment un jeu sur les couleurs assez tramé, Oui. qui rappelle vraiment les Mickey des années 50, 60. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais gamin, chez ma nounou, il y avait des recueils du journal de Mickey des années 60, et j'adorais lire ça. Et j'ai vraiment retrouvé dans cet album ce goût un petit peu suranné, mais en même temps avec ce petit twist de modernité qui fait que ça marche très bien. Et Oui, puis, parce qu'il y en avait des Mickey dans l'espace, hein, il y a 30, 40 ans, ça existait déjà ces histoires-là de Mickey, Ranger Mickey de l'espace en fait. Hein. Et là, il le remet au goût du jour, Nicolas Potier, avec cette histoire-là. Vraiment superbe en fait. Et en face de cette alliance maléfique, forcément, il faut que Mickey crée... il ne peut pas être tout seul non Il plus. peut pas être tout seul. C'est pour ça qu'on retrouve tous les amis de Mickey, Dingo et autres. Et Yoann Pilet au dessin, comme tu le disais, qui offre un album plein d'humour et de rebondissements dans un style vraiment franco-belge aux couleurs vintage, comme on l'a dit. Ça s'appelle Mickey contre l'Alliance Maléfique aux éditions Glénat. Et ben voilà, on a terminé, Fred, pour cette superbe sélection de ce mois de mai. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique Culture et que vous pouvez retrouver ces chroniques en petit casabule sur notre chaîne YouTube Petit Casabule. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Il est temps maintenant d'éteindre votre télévision et d'ouvrir de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.